Y a-t-il des opportunités deep value en Grèce en ce mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener. On prend les cotations principales d'entreprises qui se négocient en Grèce, qui appartiennent à une industrie qui n'a pas été exclue, c'est-à-dire pas d'immobilier, pas d'automobile, ni d'équipementier auto, pas d'assurance, pas de banque, pas de biotech, ni de pharma. On se met sur des market cap de 50 millions d'euros. Malheureusement, il y a de moins en moins de dossiers au-delà de 100 millions d'euros, donc j'ai baissé un peu ce critère-là. On veut une dette nette maximum de 3,5 fois l'EBITDA. Pareil, d'habitude je mets 3, mais là ça me paraît un peu moins filtré. Une décote sur actifs tangibles de minimum 1%. Bon, ouais, c'est pour avoir 5 dossiers qui ressortent. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup d'opportunités deep value en ce moment. C'est que le marché grec est un peu en montée quand même. Alors, les colonnes de cet écran, le symbole de cotation boursière ici, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles, rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, on ne va pas en tenir compte ici. L'endettement en termes des dettes nettes sur EBITDA, bon, c'est toujours inférieur à 3, donc c'est bien. Rendement du dividende ici, rendement de l'actionnaire, pour inclure dilution et ou rachat d'actions potentiel, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. Première entreprise de la liste, c'est Elvalcor Elling Copper. Donc c'est une entreprise qui opère des mines de cuivre et peut-être d'aluminium. Oui, d'aluminium, c'est ça. 1 milliard de dollars market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires au rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation par les flux sont value. On a moins de 7 en VO sur EBITDA et moins de 10 en PE et price to free cash flow. 10% de décote sur actifs tangibles et 10,5% vraiment des capitaux investis. Bonne rentabilité, alors que c'est un business qui est intensif en capital. On a 1,7 fois les EBITDA en dette nette, c'est pas trop lourd. 3,8% vraiment du dividende, ça c'est intéressant, mais attention qu'il y a peut-être un peu de dilution. Il faut vérifier d'où sortent ces actions qui sont mises en circulation à 1,7 fois en termes de rendement de l'actionnaire. Les free cash flow sont légèrement plus bas que les bénéfices nets, mais bon, on a les moyens de verser ce dividende via un payout ratio qui est beaucoup plus faible que 50%. Donc, bon petit dossier à aller creuser. Après, c'est cyclique, hein, les métaux, mais bon, je pense que quand même, on a pas mal de marge de sécurité par rapport à la valorisation. Donc, à aller creuser plus en détail. Ensuite, on est sur Trace Plastics Holding Company. C'est une boîte qui opère, en fait, ils font du plastique, hein, comme le nom l'indique. 185 millions de dollars de market cap, donc c'est une micro-cap. Attention, sur tous les dossiers qui sont après, là, attention, vous êtes beaucoup plus dépendant du management, vu que ce sont des small cap ou des micro-cap. Donc, il faut bien creuser ça en détail, hein. 4,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Un business plutôt mature, hein, il n'y a pas de croissance. En VE sur EBITDA, on a 5. En PE, on a 17,2 et en price free cash flow, on a 239. Bon, les free cash flow, à mon avis, ils sont massacrés à cause d'une dépense en capital élevée. Faut regarder ça. Est-ce que c'est structurel ou conjoncturel? En termes de VE sur EBITDA, c'est pas très fiable. Puis vous avez 30% de décote sur actifs tangibles. Alors, de quoi sont constitués ces actifs tangibles? Voilà, il faudrait regarder dans le bilan. Est-ce que ce sont des usines, des matières premières, des produits du stock, etc. Il faut creuser. Rarement, les capitaux investis est faible, à 3,5%. Donc, en général, les dossiers deep value comme ça, ils n'ont pas une forte rentabilité. Bon, ici, c'est pas surprenant. Donc, est-ce que cette rentabilité va augmenter par la suite? Est-ce que la trajectoire est plus rassurante? Il faut regarder. 1,7 fois les bidas en net, au moins c'est pas trop endetté, c'est bien. 6,3% vraiment du dividende, intéressant à ce niveau. Mais bon, c'est versé à crédit, hein. Les free cash flow sont bien plus bas que les bénéfices nets. Donc là, ils ont puisé dans leur trésor pour verser ce dividende s'il y a de la trésor. Donc là, il va falloir analyser si les free cash flow peuvent revenir sur les prochains exercices. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des supports d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. On continue tout de suite avec Flexopac, société anonyme. Alors, le nom est en français, c'est étrange, mais en fait, ils sont bien cotés en Grèce, hein. Donc, ils font du plastique et aussi 108 millions de dollars de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une forte croissance. Les multiples de flux sont value, hein, 5,6 en VE sur EBITDA, moins de 10 en PE, c'est bien. Les free cash flow sont négatifs. Donc, il y a du capex élevé sur les 12 derniers mois. 20% de décote sur actifs tangibles, ça c'est bien. 5,3% de rendement des capitaux investis, c'est correct, sans être. C'est moyen, on va dire. 0,6 fois les l'EBITDA en dette nette, là il n'y a pas trop de problème d'endettement. 2% de rendement du dividende, 1,7% de rendement à l'actionnaire, donc il y a potentiellement un peu de dilution. Tout ça a été fait, donc le dividende a été fait à crédit via les free cash flow qui sont négatifs. Donc il va falloir regarder
ces free cash flow sur les années prochaines, sur les prochains exercices, comment ils évoluent. Ensuite, on est sur Lulis Food Ingredients. 66 millions de dollars de market cap. C'est une boîte qui fait des ingrédients, j'imagine, pour l'alimentaire. 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc vous avez une bonne croissance ici. Les multiples de valorisation, pas les flux, sont complètement décotés. 5,9 en VE sur EBITDA, moins de 10 en PE avec 8,8. 4,1 en price to free cash flow, c'est pas cher. 40% de décote sur actifs tangibles. La rentabilité plutôt moyenne, voire correcte, on va dire. 6,7% de rendement des capitaux investis, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. On est à 2% en termes de 2 fois l'EBITDA en termes de dette nette sur EBITDA du coup. Donc ça c'est soutenable, c'est un peu élevé pour une small cap, mais bon, ça reste gérable à ce niveau. 9% de rendement du dividende. Attention qu'il y a potentiellement beaucoup de dilution sur ce dossier, parce qu'on a 3,2 en rendement d'actionnaire. Donc ça, il faut regarder de plus près, est-ce qu'il y a des nouvelles actions qui ont été mises en circulation. Quel cas, c'est un peu dommage, ça neutralise quand même ce dividende qui est par ailleurs soutenable avec un payout ratio qui est plus élevé que ce qui est indiqué ici, plus bas que ce qui est indiqué ici, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc pourquoi pas. Ensuite, on est sur Illinois Hellenic Petroleum. Donc eux, ils font des produits. Bon, il y en a oil and gas, ils font des produits, c'est de la chimie, hein, je pense, ou du pétrole. 61 millions de dollars de market cap, 7,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc bonne croissance. 6 en BE sur EBITDA, c'est pas cher. 6 en PE, c'est pas cher. Free cash flow négatif. Donc là, il y a eu une dépense en capital sur les 12 derniers mois qui a été plus élevée. Est-ce que c'est tout le temps le cas ou est-ce que c'est juste sur les 12 derniers mois? Il faut regarder. 30% de décote sur actifs tangibles, c'est bien. 9,5 en termes de rendement des capitaux investis, c'est très bon ça. On est sur donc une boîte qui est assez rentable quand même. 2,9 fois l'EBITDA en dette nette, ça c'est un peu lourd, c'est proche de la limite. Donc là, il faut regarder la trajectoire de la dette. Si elle est ascendante, c'est pas rassurant. Il faut qu'elle soit descendante parce que là, c'est un peu élevé quand même. 4,8 en rendement des dividendes, 4,3 en rendement de l'actionnaire, c'est à peu près équivalent. Ça a été versé à crédit puisque les free cash flow sont négatifs. Bon, ben, vous avez de quoi faire sur ces dossiers, hein. Je pense qu'ils sont tous regardables. Après, si vous voulez vraiment pas prendre moins de risques, on peut aller sur Eva Alcor, puisque bon, il y a des décotes, et puis c'est quand même une grosse mid cap. Les free cash flow en plus sont comparables aux bénéfices nets, donc pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Voilà, et Lulis Food Ingredients aussi, pourquoi pas, ça a l'air intéressant en priorité, je pense. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.